C'est totalement inédit. Face à la possible arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France, la société civile s'organise. Le 18 juin, une coalition de plus de 130 organisations lançait un appel à se mobiliser face au Rassemblement national pour défendre une société plus juste et solidaire. Pour cela, elle propose 16 mesures pour améliorer concrètement la vie des Françaises et des Français. Parmi ces organisations, la Ligue des droits de l'homme attaque la Fondation Abbé Pierre, ATD Quart Monde, Oxfam, Action contre la faim, des associations d'aide aux personnes étrangères et demandeurs d'asile, de larges organisations écologiques. Elle reproche au RN de banaliser la haine et de détruire nos libertés sans jamais répondre aux préoccupations du quotidien. Pour elle, l'urgence sociale, démocratique et écologique est déjà immense aujourd'hui. Alors que se passera-t-il si le RN obtient une majorité à l'Assemblée ? Nous, organisation de la société civile, nous exprimons ensemble, très largement et résolument, pour alerter sur le danger mortel que représenterait l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. La critique du pouvoir ou la possibilité de porter des alternatives sont indispensables au débat public. Nous sommes à contre-pouvoir. Que vont devenir tous ces combats ? Toutes les personnes aidées par leurs associations. Rappelons-le, la distribution alimentaire a été multipliée par 3 en 10 ans. Dans le même temps, le nombre de personnes à la rue a doublé. Les questions écologiques sont éclipsées du débat public, tandis que les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus violents. Les militants sont réprimés, des collectifs sont menacés de dissolution, tandis que de nombreuses associations de défense des droits dénoncent une dérive autoritaire du gouvernement d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui en France, il y a effectivement péril pour les droits et libertés qui sont réellement en danger. Et il n'y a pas une prise de conscience, à nos yeux en tout cas suffisante, dans l'opinion publique de ce risque-là. L'extrême droite ferait peser un risque majeur pour le climat, les droits humains et les libertés associatives. Dans tous les pays où elle est au pouvoir, elle intimide les associations, coupe leur budget et entrave leurs actions. Or, pour cette coalition, la société civile a aujourd'hui un rôle à jouer dans le débat public, au regard de la défiance de plus en plus grande de la population envers les politiques et les élites. Elle le rappelle. La société tient grâce à l'engagement d'une partie de la population, et donc grâce à ces organisations qui agissent là où l'État est défaillant et qui se battent pour des politiques plus justes. Alors, quelles sont les menaces concrètes que fait peser le RN sur la société civile, sur les combats écologiques, féministes, démocratiques et sociaux ? Comment s'organiser et résister ? Et finalement, de quelle société voulons-nous ? Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Christophe Robert, secrétaire général de la Fondation Abbé Pierre, et Anne Bringot, directrice des programmes du réseau Action Climat. Bonjour à tous les deux, merci d'être venus sur le plateau de Blast. Anne Bringot, vous êtes directrice des programmes du réseau Action Climat et Christophe Robert, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre et porte-parole d'une coalition associative et syndicale créée en réponse au contexte politique. Alors je tenais à vous recevoir parce qu'en ce moment on donne quand même assez peu la parole à la société civile alors qu'elle a un rôle essentiel dans notre démocratie. Et avant d'entrer dans le détail de votre coalition, de ce que vous proposez, de ce que vous défendez, je voulais d'abord vous poser une question. Comment est-ce que vous vous sentez depuis les résultats du premier tour et face à cette possibilité dimanche que le Rassemblement national ait une majorité à l'Assemblée ? Pas bien. Pas bien du tout, parce qu'on perçoit le risque de basculement, parce qu'on perçoit aussi énormément de colère, de gâchis pour la société, de peur pour les personnes qui pourraient elles-mêmes être ciblées par une politique d'extrême droite, et puis beaucoup d'avancées, ou en tout cas dans l'opinion, de sujets que les uns et les autres on a réussi à mettre sur le devant de la scène comme étant essentiels, urgents, mais qui n'ont pas fait l'objet de réponses politiques suffisantes, qui pourraient être réduites à néant avec l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc ça fait beaucoup de désordre, d'inquiétude. Donc voilà, il faut vraiment tout faire d'ici dimanche pour que ça ne se passe pas. C'est un choc, parce qu'on savait que l'extrême droite était en train de monter, mais voir à quel point il y a eu plus de 10 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national, c'est énorme. Et moi, ce qui m'a presque le plus choqué, c'est que voir dans le petit village breton où j'ai passé mon enfance et mon adolescence, qui est un petit village d'agriculteurs, voilà, tout à fait lambda, où il n'y a pas de problème d'immigration ni de sécurité, eh bien, une majorité des électeurs ont voté Rassemblement national. Donc là, je me dis, on a raté quelque chose. Tous ensemble, je pense, y compris les associations, pour qu'il y ait une telle difficulté à vivre pour ces personnes-là qu'elles se tournent vers le Rassemblement national, ou pour que le Rassemblement national ait réussi à les attirer avec des arguments totalement faux. Donc là, il va falloir, je pense,
tout reconstruire et quel que soit le résultat, en fait. Peut-être qu'on va éviter le pire, on n'aura pas une majorité absolue du RN, mais ça ne changera rien. Il va falloir repartir sur le terrain et écouter déjà les gens et trouver des réelles solutions au quotidien, parce que sinon, on a une société totalement fracturée. On ne pourra pas avancer, notamment sur le changement climatique, si on a une société fracturée. Alors justement, aux antipodes de l'ambiance politique actuelle, des sujets qui sont dans le débat public, vous proposez un nouveau modèle de société avec cette coalition, avec 16 mesures pour changer concrètement la vie des Français, des mesures qui sont basées sur l'expérience, sur votre expérience de toutes les associations et organisations de cette coalition des 10 dernières années. Donc parmi elles, on peut citer le fait de revenir sur la réforme des retraites comme sur la réforme de l'assurance chômage, d'encadrer les loyers dans les secteurs tendus et rendre les logements sociaux accessible aux plus pauvres, adopter une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes, ou encore le fait de taxer les superprofits et le patrimoine financier et immobilier des très riches pour financer une transition écologique juste. Finalement, pourquoi est-ce que vous voulez mettre ces mesures sur le devant de la scène aujourd'hui, et à quoi ressemblerait une société dans laquelle elles seraient appliquées ? Le choix qui a été fait après des années de travail de ces alliances d'associations écologistes, de lutte contre l'exclusion syndicale, de mutualité, c'était vraiment de partir de ce dont les personnes ont besoin, de ce qu'elles vivent, pour se loger, pour se soigner, pour s'alimenter, pour se déplacer. Et puis, bien sûr, l'absolue nécessité de protéger notre planète. Donc, quand on s'est regroupé autour de cette alliance dans ce moment très, très important pour le pays, on s'est dit, il faut des mesures qui puissent changer la vie des gens. Prenez un exemple dans celle que vous venez de décrire, l'encadrement des loyers que nous appelons de nos vœux depuis longtemps, alors qu'on sait tous que c'est devenu le logement le premier poste de dépense des ménages et qu'il ampute le pouvoir d'achat considérablement, avec plein de conséquences. Soit ça bouffe une trop grosse partie du budget, soit on n'arrive pas à se loger convenablement, c'est trop petit, c'est pas de qualité, etc. Là où ça a été mis en application, alors que c'est juste optionnel et transitoire, provisoire, la mesure qui peut être mise en œuvre en France, mais là où elle a été mise en œuvre, par exemple, pendant plusieurs années à Paris, ça fait baisser. Ça fait baisser de 150 €, 180 € par mois les loyers des personnes. Et si des propriétaires ont dépassé le plafond fixé par la loi, il y a un trop-perçu qui est rendu aux locataires. Donc à un moment, c'est une idée d'intervention publique qui consiste à dire on ne fait pas n'importe quoi. Le logement, c'est tellement déterminant pour les personnes, pour leur vie quotidienne, qu'il faut que, collectivement, on regarde les niveaux des prix et qu'on soit un peu plus en adéquation avec ce que les personnes ont dans leur portefeuille. Donc, on est sur ce registre d'idées à partir des souffrances des personnes, à partir des inquiétudes des personnes, à partir du vécu quotidien des personnes. Et donc, je crois que c'est ça qui fait la philosophie. Alors après, il y a des mesures qui sont plus politiques, puisque pour pouvoir mener la transition écologique, pour pouvoir remettre à niveau notre protection sociale dans le domaine de l'éducation, de la santé aussi, il faudra des ressources supplémentaires, d'où un certain nombre de mesures fiscales de partage des richesses et d'autres mesures qui sont dans la logique de la démocratie, c'est partage du pouvoir. Je crois que c'est ça qui a guidé le choix de ces 16 mesures dans ce moment si grave. Et c'est vrai aussi que dans les débats qu'on a eus à la fois sur les élections européennes et là sur ces élections législatives, il y a eu beaucoup de débats sur l'immigration, la sécurité, parce que y compris la majorité présidentielle actuelle a mis ces sujets en avant et donc a joué le jeu du Rassemblement national, parce que plus on va vers ces sujets qui n'étaient pas les premiers sujets de préoccupation des Français, et plus ça fait monter malheureusement le Rassemblement national. Alors que dans les préoccupations des Français, il y a des questions de pouvoir d'achat, des questions aussi de climat. C'est la première priorité des Français. Exactement. Selon tous les sondages d'opinion. Et ces sujets-là n'ont pas été mis en avant, y compris par la majorité présidentielle. Et ça, je pense que là, il y a vraiment quelque chose de grave. Et nous, on a voulu mettre dans ce débat public ces mesures à la fois sociales et écologiques qui répondent aux vrais problèmes du quotidien des Français, pour se loger, pour s'alimenter de manière saine, pour avoir un revenu décent, pour pouvoir se déplacer, simplement aller travailler sans payer une fortune et sans polluer démesurément. Donc il y a des moyens très concrets pour le faire et c'est ça qu'on a voulu mettre en débat dans cette campagne, au lieu de parler effectivement de problèmes qui sont plutôt souvent des chimères. On peut prendre un exemple dans l'esprit de ce qu'Anne vient d'évoquer, c'est que on sait que pour mener la transition écologique, c'est quelque chose de compliqué à faire dans tous les secteurs, transport, bâtiment, agriculture, industrie, etc. Mais nous, on est convaincus, par l'expertise de terrain aussi, par l'action que l'on mène, par les dispositifs que l'on teste, que l'on met en œuvre, etc., que c'est possible, mais à certaines conditions. C'est-à-dire ne pas perdre l'ambition, contrairement à ce que propose le Rassemblement national, c'est le vide abyssal sur la question écologique, mais on ne pourra pas faire cette transition sans accompagner
les personnes, les ménages les plus fragiles. Sans quoi, ça ne sera pas possible. Ça veut dire qu'il faut qu'on les accompagne quand on propose dans les 16 mesures de vraiment financer quasi exclusivement la rénovation thermique des logements des ménages modestes. C'est qu'on sait très bien qu'ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas rénover leur logement s'ils n'ont pas des ressources, des aides suffisantes. Or, si on le fait, on va pouvoir réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre et redonner du pouvoir d'achat parce que les factures d'énergie vont baisser significativement alors qu'elles ne cessent de flamber au fil des années au point d'avoir aujourd'hui 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Donc nous, on dit, il ne faut pas renoncer à la complexité. Par contre, il faut vraiment coller la question écologique et la question sociale, mais concrètement, dans les mesures qui permettront à chacun et à chacune de pouvoir vivre mieux. Et c'est de tout ça dont nous avons besoin, parce que le vote Rassemblement national, ça n'est pas que une demande de préférence nationale, qui serait une catastrophe, pour plein de raisons. C'est aussi de la colère, c'est l'envie de renverser la table, c'est de dire, mais moi, j'ai plus de service public, je suis à 2 heures de la première maternité, il n'y a plus la poste, comment je fais, comment je vis? Et donc, à ces questions-là, il faut absolument apporter des réponses, et ça fait 10 ans, 15 ans qu'on tire la sonnette d'alarme tous autant les uns que les autres parce qu'on est présent dans les quartiers populaires comme en milieu rural et qu'on voit bien Vous êtes se en première ligne désagréger pour observer. complètement. Et puis pour tenir aussi le pays à certains égards, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui n'arrivent pas à se loger, bref. Donc il faut écouter à un moment ce que disent toutes ces organisations, ces militants, qui sont ces bénévoles, ces salariés qui sont en contact des personnes et qui voient ces souffrances et ces colères monter. À un moment, il faut qu'elles trouvent une issue, ces colères-là. Et bien l'issue que nous on propose, c'est ce projet de société. Qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez encore aujourd'hui que le Rassemblement national se présente comme le parti du pouvoir d'achat, le parti qui va réellement changer la vie des Français? Alors c'est totalement faux. Il y a beaucoup de personnes qui votent pour le Rassemblement national pour ça aussi. Tout à fait. S'ils regardent réellement le programme, ils verront que c'est totalement faux. Par exemple, si on prend le prix des carburants, ce qu'ils proposent, c'est de baisser la TVA sur le carburant, mais déjà, c'est une mesure qui n'est pas possible à appliquer. Et par ailleurs, ça ne résout pas le problème à la fin, parce que ça laisse la France et les Français dans une dépendance à l'essence et au diesel qui, de tous les cas, va coûter cher puisqu'on l'importe et qu'on est dépendant de pays étrangers, ce qui est d'ailleurs assez ironique de la part d'un pays qui prône la préférence nationale, de vouloir continuer à acheter toujours des énergies fossiles de pays comme la Russie ou l'Arabie Saoudite. On les laisse faire ce choix. Nous, ce qu'on propose, c'est au contraire d'aller vers des mobilités alternatives, c'est-à-dire par exemple, et on parlait de social, mais aussi d'emploi, d'avoir vraiment une transformation et construire des petits véhicules électriques en France, avec des emplois en France, et ensuite de donner accès à ces petits véhicules électriques aux ménages qui ont besoin de véhicules pour aller travailler, amener les enfants à l'école. Alors ça va pas se faire tout de suite en claquant des doigts, on en a bien conscience, ça va prendre des années. Ça veut dire qu'il peut y avoir déjà des moyens de transport alternatifs, des petites lignes de train, du vélo, du covoiturage, mais aussi des aides au carburant, mais que pour les ménages qui ont des bas revenus. Le problème du Rassemblement national, c'est qu'il propose une aide pour tout le monde. Or, les aides pour tout le monde bénéficier aux plus aisés, parce que les plus aisés ont des plus grosses voitures qui consomment plus et ils font plus de kilomètres, ils ont des résidences secondaires. Donc, finalement, c'est des aides pour les riches. Et ça ne va pas du tout aider les gens aux plus bas revenus à avoir une vraie solution qui leur permet de sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. C'est le cas sur la rénovation des bâtiments que le Rassemblement national veut freiner. Donc, on va laisser des gens dans des passoires énergétiques sans solution pour se chauffer. Oui, Jordan Bardella a expliqué récemment qu'il allait revenir sur l'interdiction de location des passoires thermiques qui doit entrer en vigueur en janvier 2025 pour les logements classés G. Et c'est le cas sur les énergies renouvelables. Ils veulent arrêter le développement des énergies renouvelables. C'est impossible en France d'arrêter les énergies renouvelables parce que si on veut faire du nouveau nucléaire, comme veut le faire le Rassemblement national, il ne va pas produire d'électricité avant 2035-2040. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Soit on relance du gaz ou du charbon, soit on importe de l'électricité qui va être forcément plus cher puisqu'on va en avoir besoin et donc on va le payer plus cher. Donc, tout ça, c'est des problèmes de pouvoir d'achat qui vont être créés par les mesures du Rassemblement national. Donc, c'est totalement contradictoire avec les attentes des Français. Oui, et puis effectivement, moi j'invite tous ceux qui s'intéressent à ce moment-là, à regarder le programme et regarder aussi ce qu'a voté le Rassemblement national alors qu'il est rentré dans le Parlement ces dernières années. Alors, au-delà de la remise en cause du droit du sol, au-delà de la question des binationaux qui a fait l'objet de beaucoup de débats ces derniers jours, concrètement de là où nous sommes, sur la question sociale par exemple, il y a l'idée quand même de trier en fonction de la couleur, de la nationalité, de l'orientation sexuelle,
Il y aurait l'idée de réduire les aides sociales pour un certain nombre de personnes qui en ont besoin, réduire l'accès au logement social pour un certain nombre de personnes qui en ont besoin. Donc, c'est plus de difficultés, plus de désordre. Si on prend l'exemple de la suppression de l'aide médicale d'État que souhaite le Rassemblement national, et tous qui les était médecins, notamment prévu dans la loi Asile-Immigration avant d'être finalement absolument. retiré. D'où la responsabilité du gouvernement sortant sur ce sujet. Mais globalement, tous les médecins, et là, il n'y a pas de question politique, vous disent, et l'Espagne a renoncé d'ailleurs à cette mesure pour cette raison-là, que si vous ne permettez pas aux gens de se soigner au moment où la maladie se manifeste, eh bien, vous voyez toutes les pathologies s'aggraver. Et donc, vous voyez d'abord des situations sanitaires qui s'aggravent, pour les personnes elles-mêmes évidemment, mais aussi des risques pour la société dans son ensemble et des coûts accrus. Et vous allez avoir les personnes qui vont aller aux urgences des hôpitaux et qui vont encore davantage venir les embouteiller. Donc on est dans une situation où derrière l'argument de la préférence nationale, on a de l'exclusion en plus, on a du désordre social en plus, on a de la précarité, on a de la pauvreté. Donc c'est extrêmement grave en fait. C'est-à-dire que alors que nous nous battons, et nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a pas toutes les réponses pour tous ceux qui souffrent. Les mal logés, les pauvres, les personnes en situation de précarité, les femmes seules avec enfants qui ne s'en sortent pas aujourd'hui, et que nous demandons depuis longtemps un développement de la protection sociale dans le pays. Là, on viendrait réduire cette protection pour un certain nombre de personnes en difficulté. Donc ce serait une catastrophe. Raison pour laquelle cette alliance, cette coalition 2024, elle dit nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Mais l'extrême droite n'est pas la solution. Et nous sommes convaincus que l'extrême droite n'a pas changé. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est parce qu'on le sait, parce qu'on regarde les votes un par un qui se sont faits au fil des années au Parlement français. Alors justement, vous parliez de la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui en voulez pour cette politique qu'il a menée durant les 7 dernières années et pour cette dissolution? Parce que beaucoup d'associations de votre coalition ont dénoncé à la fois sa dérive autoritaire, ses politiques de casse sociale, son inaction climatique. Qu'est-ce que vous constatez sur l'état de la société civile après 7 années de pouvoir d'Emmanuel Macron? Il a, en fait, au tout début du premier quinquennat, il avait convoqué la société civile dans beaucoup d'états généraux de ceci, d'assises de cela. Il y avait eu beaucoup de dialogues et finalement rien n'était vraiment repris dans ce qui sortait. Et donc, la société civile s'est trouvée finalement un peu épuisée et sans avoir réussi à faire aboutir des mesures. Et on a vu ensuite Emmanuel Macron qui a décidé finalement qu'il allait prendre les décisions tout seul. Alors, il a fait une nouvelle tentative puisque la société civile ne répondait pas à ses attentes. Il est passé directement voir les citoyens. Il y a eu le grand débat dont il n'a pas suivi grand-chose. Et ensuite, la Convention citoyenne sur le climat, qui était vraiment une expérience très intéressante, avec 150 citoyens tirés au sort représentatifs des Français, et de la même manière, un engagement de reprendre les propositions, en tout cas de les soumettre intégralement au Parlement, et il n'a pas du tout tenu son engagement. Donc on a vu un pouvoir de plus en plus vertical, et des gens qui, effectivement, se sentent totalement pas du tout écoutés, et ont l'impression de choses qui arrivent d'en haut, et qui ne sont que des contraintes, ou des choses, d'avoir vraiment une distance entre une sorte d'élite et la vie du quotidien. Il va falloir retisser des liens, en fait, entre les gens. Et ça, la société civile peut le faire, entre les gens sur le terrain et les politiques, pour que cette politique ne soit plus complètement déconnectée de ce qui se passe sur le terrain. Oui, effectivement, je partage l'avis d'Anne, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment des périodes. La stratégie pauvreté en 2018 visait à éradiquer à terme la grande pauvreté. Bon, voilà, il faut dire à un moment, on y va, on a travaillé, etc. Il y a eu la période Covid, qui a quand même déployé un certain nombre de protections utiles. Et d'ailleurs, on est venu là, cette fois-ci, chercher les corps intermédiaires pour repérer les difficultés partout, en milieu rural, en périurbain, dans les métropoles, dans les quartiers populaires, et descendre les solutions pour des personnes qui étaient vraiment en très, très grande fragilité. Et puis après, on a vu un long glissement jusqu'à la loi immigration, où on a emprunté le vocabulaire de l'extrême droite, où on a accompagner finalement ce glissement. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une rupture très forte. Mais plus globalement, sur le bilan, sur la manière de considérer les corps intermédiaires, vraiment un énorme problème pendant ce quinquennat. Vraiment. Et nous, on l'a résumé comme ça en disant, mais si le président de la République ou le Premier ministre ou tel ministre pense qu'on va pouvoir changer la société depuis le perron de l'Élysée, depuis le perron de Matignon ou de tel ministère, il se trompe. Ça se fait avec les gens, la transformation. Et toute l'histoire des bonnes politiques publiques s'est fait en mettant en mouvement la population, les corps intermédiaires, les citoyens. Et puis, il y a eu des choix profondément inégalitaires. La suppression de l'ISF,
la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, les coupes dans les APL et le logement social. Rien que les coupes dans le logement social et les APL, par an, c'est 4 milliards d'euros du budget de l'État en moins pour les plus modestes, pour ces 2 leviers de la protection sociale dans le domaine du logement. Et les inégalités se sont creusées, et les colères, elles sont montées. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de choix économiques et politiques qui ne vont pas, qui suscitent de l'inquiétude, de l'exclusion et de la colère. Et puis, il y a dans la manière de gouverner une verticalité, effectivement, qui ne peut pas engager les transformations dont nous avons besoin, notamment écologiques, mais aussi sociales. Donc oui, il va falloir tout reconstruire. Alors l'urgence, là, c'est que le Rassemblement national ne passe pas, le moins possible, en tout cas, évidemment pas avec une majorité absolue, et le moins possible pour pas faire d'autres alliances avec qui que ce soit. Mais on est tous convaincus, et on en parlait avant l'émission, qu'il va y avoir beaucoup de travail pour reconstruire, mais il va falloir le faire. Et nous, on sera là aussi pour jouer notre rôle à la place qui est la nôtre, celle de la société civile organisée. On peut parler aussi de la réforme des retraites, même si c'est moins notre domaine d'intervention, nous, associatifs, mais dans notre coalition, il y a aussi des syndicats et quelque part, personnellement, je pense qu'on était aussi touchés par cette réforme qui était vraiment rejetée par la majorité de la population et qui est passée en force. Et je pense que ce type de passage en force, c'est catastrophique pour la démocratie et c'est du pain béni pour la montée de l'extrême droite. Et les 3 réformes de l'assurance chômage et le conditionnalité mise sur les bénéficiaires du RSA et la stigmatisation des chômeurs et la stigmatisation des personnes qui reçoivent le RSA à un moment difficile de leur vie. Ça, c'est des souffrances qu'on a aussi vues. La colère pendant la période des retraites pour les travailleurs, pour les travailleuses. Et puis tous ceux qui, à un moment, ont besoin de la solidarité nationale. C'est fait pour ça. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'on a construit après la Deuxième Guerre mondiale, notre protection sociale, qui fait d'ailleurs la richesse de la France, la fierté de la France, et même parfois, ce sont les mêmes qui la fragilisent à certains moments dans les décisions politiques et économiques, qui la vantent en période de crise en disant « heureusement qu'on a ce modèle ». Et puis, une fois que la crise est passée, le naturel revient au galop. Mais ça a fait du mal. Nous, les personnes qu'on accompagne, qu'on aide, avec qui on essaye de sortir par le haut dans les territoires, ils nous disent « mais donc moi, si je vais demander le RSA, je suis quelqu'un de pas bien dans la société ». Mais parfois, les larmes aux yeux, des parents qui n'arrivent pas à offrir des conditions dignes à leurs enfants s'interrogent sur aller et se faire aider par la protection sociale. Vous vous rendez compte de l'inversion qui s'est produite en quelques années, en quelque sorte. Ça aussi, il va falloir qu'on remonte la pente pour dire « mais non, c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour vous aider, ça vous arrivera peut-être ». Et au contraire, utilisez-la parce que ça évite de dégringoler, finalement, et de pouvoir garder un peu la tête hors de l'eau, le temps de trouver des solutions meilleures. Sans parler de la violence des mots, en fait. Les mots comme éco-terroriste, pour parler des militants écologistes, ça, c'est quelque chose qui est d'une violence infinie pour les gens qui œuvrent pour l'intérêt général, quand même, pour défendre l'environnement qui nous permet à tous de vivre, en fait. De se faire appeler éco-terroriste, ou qu'un Premier ministre, dans une déclaration de politique générale, parle d'écologie de la brutalité. Ça, c'est des mots, mais qui sont... Enfin, je pense que... moi, j'ai toujours pas digéré ce type de mots, et je pense que c'est d'une violence inouïe et que ça participe, malheureusement, à la violence actuelle, y compris contre le milieu écologiste, qui est, du coup, montré du doigt. La crise agricole a bien montré que, quelque part, le problème des agriculteurs, c'était un problème de revenus, c'était pas un problème d'écologie. Simplement, ça arrangeait bien le gouvernement et la FNSEA de trouver un bouc émissaire qui était l'environnement pour taper dessus au lieu de régler les vrais problèmes. Et donc, effectivement, l'environnement a été montré du doigt. Et je pense que malheureusement, les violences verbales qu'on a vues, voire certaines violences physiques, il y a eu des violences physiques contre des militants écologistes, je pense que ça risque malheureusement de s'aggraver si le Rassemblement national vient au pouvoir. Et donc, c'est contre tout ça, effectivement, qu'on va devoir se battre. Et on espère en tout cas que tout le monde ira voter et va inciter tous ses proches à aller voter pour éviter une victoire du Rassemblement national. Alors justement, vous le dites, sur les dernières années, l'urgence sociale, l'urgence écologique s'est aggravée et les réponses du pouvoir ont été de plus en plus inadaptées ou inexistantes. Finalement, aujourd'hui, on pourrait se demander ce qui arriverait si l'extrême droite avait une majorité à l'Assemblée, puisqu'on sait par exemple que des élus du Rassemblement national, dans le dernier projet de loi finances, avaient déposé un amendement pour supprimer les subventions publiques à des associations écologiques, dont le réseau Action Climat, dont vous faites partie, France Nature Environnement ou encore les Amis de la Terre, simplement parce que ces associations s'opposent au nucléaire comme une solution de long terme. On sait que le Rassemblement national s'en prend régulièrement aux associations et à la société civile. Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour les organisations de votre coalition s'ils obtenaient une majorité à l'Assemblée et à quel point vos actions seraient entravées ?
Il y a déjà des... Je vais juste prendre un exemple. Dans l'action entravée au quotidien, il y a un principe dans nos lois, en France, qui est l'accueil inconditionnel pour les personnes en très grande précarité. On ne laisse pas des personnes à la rue, par exemple, quand elles n'ont rien. Et on ne va pas commencer à regarder les papiers, on ne va pas commencer à regarder le parcours. C'est la dignité. C'est la dignité qui est en cause. Et donc, on peut leur apporter un réconfort, même minimal au départ, en espérant construire une réponse plus durable ensuite. Clairement, la préférence nationale, ça voudrait dire trier. Ça veut dire, toi, tu rentres pas. Ouais, t'es à la rue, tu rentres pas. Donc ça, c'est pas possible, si vous voulez. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les associations qui accueillent les personnes sans domicile fixe, les personnes sans abri, dont je rappelle que le chiffre a quand même doublé en 10 ans, ça voudrait dire qu'on pourrait leur imposer de ne plus accueillir une partie de la population. Puisqu'en plus, le Rassemblement national, dans les économies qu'il compte générer, ces économies passent en partie par la logique de la préférence nationale. Donc ça voudrait dire, bah oui, on va faire des économies parce qu'on va moins accueillir ici ou là. Donc les associations, alors c'est pas le cas de nous de la Fondation Abbé Pierre, parce que ce sont des dons, mais beaucoup d'associations de la coalition, ce sont les services publics. Ça fait office de service public quelque part, même si c'est une gouvernance associative. Donc ce sont des financements. Parce qu'une grande partie de leur budget, parfois un tiers, parfois un peu plus, sont liés à des subventions publiques. Oui, de l'État, de la collectivité locale, du département, de la région, en fonction des missions que sont les leurs. Mais du coup, on pourrait très bien leur dire, c'est fini ça. C'est fini. Et d'ailleurs, on a vu des députés du Rassemblement national aller voir dans les comptes en disant « Alors, vous recevez 20% de tel type de public, donc ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher que ce que vous dites. En tout cas, on pourrait faire des économies dessus. » Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de plus de désordre. Après, il y a un autre sujet. Par exemple, le contrat d'engagement républicain pour les associations. Vous demandez d'ailleurs, parmi vos 16 mesures, d'abroger ce contrat d'engagement. Et on le demande d'ailleurs au gouvernement depuis plusieurs années parce que au fond, il est soumis à des interprétations très difficiles. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était au moment de la loi séparatisme, c'était de dire il faut que les associations soient dans la République. Évidemment qu'il faut que les associations soient dans la République, on est tous d'accord avec ça. Mais on voit très bien que le choix des mots est déterminant dans cette histoire et que le diable se cache dans les détails. Et qu'un gouvernement d'extrême droite, un préfet qui serait aux ordres de ce gouvernement d'extrême droite pourrait dire eux, ils commencent à me gonfler un petit peu, ils commencent à me saouler un petit peu. Est-ce que c'est vraiment votre rôle que de faire du plaidoyer, par exemple ? Donc on va dire qu'ils ne sont pas républicains. Et ben voilà. Donc on va trouver des manières de faire qu'ils ne puissent plus avoir ce contrat d'engagement républicain et donc ne puissent plus exercer leur mission. Ça serait extrêmement grave. Ça a déjà été le cas d'ailleurs pour l'association Alternativa on lui avait reproché de faire des formations à la désobéissance civile et donc de ne pas respecter le contrat d'engagement républicain et donc elle était menacée de ne plus avoir de subventions. Et ça, c'est un combat, par exemple, parmi les organisations qui se regroupent autour de cette coalition, c'est le mouvement associatif qui mène le combat autour de ça en disant mais on va dans le mur. Enfin, je veux dire, la liberté associative, la liberté, d'ailleurs plus généralement, il y a des enjeux de liberté publique très importants avec le risque de l'arrivée de l'extrême droite, mais la liberté associative est une liberté fondamentale. Vous n'avez pas à juger de ce qu'ils doivent faire ou pas. Il faut que ces choses se fassent convenablement, de façon républicaine dans l'espace public national, mais c'est pas au gouvernement de dire alors toi je t'aime pas. Il est là le risque, il est vraiment là et on le connaît dans d'autres pays, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Rajoutons à ça le problème des médias quand même qui est extrêmement important parce qu'on a des médias maintenant en France qui sont possédés par des milliardaires qui prônent finalement une idéologie d'extrême droite. Et finalement... On peut citer Bolloré, tout à fait. Directement. Et je ne souhaite pas avoir une accusation de diffamation, mais effectivement, oui. Et quelque part, ces médias, ils ont une influence extrêmement importante, et on le voit notamment en Hongrie, où c'est pareil, les médias sont quelque part possédés par des amis du dirigeant actuel de Hongrie, et ça devient des chaînes de propagande. Et finalement, on a du mal ensuite à avoir accès à la parole dans ces médias, où c'est tout de suite caricaturé, on monte les gens les uns contre les autres, et je pense que c'est un des risques aussi à venir, et je pense qu'il faudrait vraiment contrôler davantage les médias, ou la manière dont ils sont possédés, pour qu'on puisse avoir un réel pluralisme dans les médias. Actuellement, malheureusement, on a un risque d'avoir une confiscation des médias par certains milliardaires qui possèdent beaucoup de types de médias et qui ont un discours très, très formaté. Et à ce titre-là, dans le programme du RN, il y a la privatisation du public. Oui, tout à fait. Donc, ce serait accélérer le phénomène qui est décrit actuellement par Anne.
Et ce qui empêcherait notamment les ONG, les organisations de pouvoir aller dans les médias lorsqu'elles sortent un rapport pour alerter sur une situation sociale, démocratique, écologique. Simplement, justement, si on essaie de se projeter, il y a quand même de fortes chances, quoi qu'il arrive, que le Rassemblement national est un groupe très important à l'Assemblée. Majorité relative, absolue, pour le moment, on ne sait pas. Peut-être d'ailleurs même pas majorité, mais en tout cas, il y a cette chance-là. Comment est-ce que vous, en tant que coalition, vous comptez lutter contre cela? Comment est-ce que vous allez vous adapter à cette nouvelle situation, à cette nouvelle organisation du pouvoir? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la société civile doit entrer en résistance d'une façon ou d'une autre? Alors, d'abord, très sincèrement, on ne se projette pas comme ça là. Pas maintenant. C'est trop grave. Enfin, c'est quelque chose de sérieusement préoccupant, évidemment, on vient de le dire, et beaucoup le partagent. C'est pas possible. Et je crois que, d'ailleurs, la mobilisation de beaucoup de gens, y compris politiques. Et là, je voudrais remercier, par exemple, tous ceux qui se sont retirés dans les triangulaires. Le travail qui a été fait depuis 2 jours, qui nous fait passer à 310 jusqu'à 82 triangulaires, il y a eu un est gros un élément... plaidoyer des associations et de la société civile. Complètement. Mais nous, le Pacte du pouvoir de vivre s'est engagé. On a communiqué auprès des personnes pour qu'elles se retirent, comme bien d'autres. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que prise de conscience, il y a eu de façon très urgente, évidemment. Et je pense que le risque est encore très fort à ce moment-là. Donc, c'est difficile de se projeter dans un après qui pourrait être un après de désordre total et de peur pour tout un pan de la population. D'abord, toute la société, mais il y en a certains qui vont être plus ciblés que d'autres. Donc, j'ai envie d'être vigilant sur ce sujet, mais juste te dire quand même que nous serons là, quoi qu'il se passe. Nous serons là aux côtés des personnes qui souffrent, nous serons là pour défendre la planète, pour défendre les travailleurs. Nous serons là dans la mesure du possible de ce que nous pourrons faire, si jamais à un moment ou à un autre, et pas forcément dès lundi, c'est peut-être dans 3 ans, c'est peut-être dans 5 ans, ou c'est peut-être jamais, je l'espère, nous serons là. Tout simplement parce que c'est pas possible autrement. Ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre identité, si vous voulez. Et puis ça fait partie aussi de notre vision de la société. Quand nous, on aide chaque personne, les associations, par exemple, solidarité, mais vous pouvez pas vous rendre compte du plaisir, du bonheur de pouvoir sortir quelqu'un de la rue, de pouvoir sortir du problème alimentaire de quelqu'un, de sortir de violence conjugale une personne. C'est ça dont on a besoin. On a besoin de ça, de tendre la main aux gens en difficulté à un moment. Et c'est ça, une société solidaire et fraternelle. Et donc, de toute façon, c'est ancré dans nos gènes, c'est ancré dans notre ADN. Et je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre si un jour ça arrivait. Et je ne pense pas que ça arrivera lundi, parce qu'on va tous se battre jusqu'à lundi et dans ce vote. Mais on sera là. C'est peut-être ça qu'on peut dire à côté de ceux qui ont peur, parce que nous, on reçoit des témoignages de gens qui ont peur aujourd'hui. Et ça, c'est quand même incroyable. En 2024, en France, des gens qui ont peur parce qu'ils ont telle couleur, parce qu'ils ont telle orientation sexuelle, parce qu'ils pratiquent telle religion. Il y a un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va tout remonter ça, on va tout remonter cette histoire-là, et on va la reprendre, et on va jouer notre part, nous, la société civile, dans cette histoire de reconstruction à un moment. Mais là, le temps, c'est du vote, c'est celui du vote pour affaiblir le plus possible cette mauvaise graine qui est en train de prendre dans notre pays. Nous, en tant qu'association de protection de l'environnement, on est des porteurs d'espoir. Quelque part, on sait qu'il y a des problèmes graves, on sait qu'il y a des impacts du changement climatique dès maintenant, et les gens le voient bien. Il y a des sécheresses, il y a des vagues de chaleur, il y a la montée du niveau des inondations. Et pourtant, on a les solutions. En fait, elles existent. On sait les mettre en œuvre, on a les moyens de les mettre en œuvre de manière juste, parce que ce sont les plus vulnérables qui sont touchés, mais on sait les accompagner, on saurait faire. Et donc, on ne va pas laisser tomber. On va continuer à porter cet espoir contre ceux qui prônent la peur ou le chacun pour soi. Ensuite, forcément, quel que soit le résultat, on espère que le résultat ne sera pas une catastrophe, mais quel qu'il soit, on va réellement essayer de revoir peut-être aussi notre manière d'agir, être plus proche du terrain. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir un dialogue plus proche avec les gens sur le terrain qui sont clairement eux aussi impactés, y compris par les impacts du changement climatique. Avoir des solutions du quotidien, il va falloir changer la manière de faire de la politique pour qu'on ait réellement une écoute des citoyens. Il va falloir qu'on ait
aussi, nous, on va agir davantage au niveau des régions, parce que les régions, elles ont aussi beaucoup de compétences sur les questions climatiques, de transition, énergie, bâtiments, transport. Donc, il va y avoir, voilà, dans tous les cas, on va revoir nos manières de travailler. Mais nous, ce qui est important, c'est qu'on veut continuer à porter cet espoir. Et il y a un espoir, et il ne faut pas se laisser abattre, quel que soit le résultat. Dans tous les cas, on y arrivera parce qu'on est très nombreux, en fait, à porter cet espoir et beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Ça gagnera au final, forcément. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Blast. Merci, Paloma. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre les enjeux cruciaux pour la société civile aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et je vous mets aussi des liens pour aller plus loin et vous engager et aider ces associations dans cette période cruciale. Blast est un média indépendant et nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour continuer à informer librement. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.